Merci Pénélope. Alors je ne sais pas si c'est un signe des temps, mais je trouve que c'est de plus en plus difficile à développer une idée. Développer une idée sur une très grande période. Alors ce que j'ai mis de l'avant, c'est souvent travailler par fragments et organiser ces fragments-là dans un alphabet. Et je me suis rendu compte que tous les discours que je fais, ce sont des alphabets. Alors j'ai beaucoup travaillé avec des contraintes, alors c'est peut-être une autre contrainte. Alors A comme art. A comme art, mais aussi comme acadie, mais aussi comme abécédaire, puisque c'est la forme que j'ai choisie pour présenter cette conférence sur un mode plutôt fragmentaire, imprévisible et aléatoire, mais aussi, je l'espère, ludique, philosophique et idéologique, le registre du hic, puisque son idée, l'idée de l'acadie, fait référence à une dimension correspondant à une vision et à une réflexion, provenant surtout de la fréquentation d'un monde, le monde de l'art, qui depuis bientôt 50 ans portait les frais de ma contribution à la société acadienne. L'idée de l'Acadie, c'est donc un peu revoir le concept même de son expression et donc de son existence à travers les arts, bien entendu, mais surtout à travers une prospection en ce qui a trait au fait que les idées, contrairement aux croyances ou aux dogmes, sont là pour être débattues, ce qui risque d'irriter au passage, mais qui est à la base même de l'intérêt et de la nécessité de tous les débats, chose dans l'Acadie s'est souvent ou a souvent été privée. Consolez-vous, ceci n'est pas un bilan, mais plutôt des sortes de repères, des jalons, des piquets plantés dans le champ, et sur lesquels il faudrait élaborer et nuancer considérablement afin de prolonger de manière plus consistante et sans doute plus détaillée les notions qui seront énoncées dans les prochaines minutes. B comme bilingue. Le bilinguisme, pour reprendre l'image de l'écrivain Jacques Godbout, a fait de nous des veaux à deux têtes. Un animal qui n'a jamais vécu très longtemps et dont l'existence même est fortement contestée. En Acadie, cela a produit des œuvres hybrides dont l'existence pourrait être tout autant éphémère quand ce n'est pas problématique. Oui, c'est nice de parler des deux manières, pour reprendre le titre du film de Denis Godin, projet qui pourrait se conclure par l'idée énoncée par Antonine Maillet, à l'idée que oui, c'est bien de parler deux langues, mais pas en même temps. Depuis plusieurs années déjà, l'Acadie entretient avec la langue des rapports souvent tendus qui vont de l'assimilation au français normatif. L'un des débats les plus controversés, comme vous savez, gravé sans doute autour du Chiac, dont l'utilisation littéraire a d'abord été vue comme une provocation, avant de devenir une résignation pour se conclure par un état de fait. Nous ne changerons pas le Chiac, nous allons vivre avec, et même applaudir parfois à contre-cœur à sa récente notoriété. Cette conclusion nous a remis dans une position que je qualifierais d'exotique, si l'on considère que l'Acadie se voit souvent identifiée à cet état de fait. Reste que la langue, dans le meilleur des cas, demeure un véhicule de la pensée et non le contraire. L'improvisation langagière du Chiac, au même titre que l'obsession du vieux français dont nous sortons à peine, ne doivent jamais nous faire oublier que nous avons aussi quelque chose à dire et s'arranger pour être entendu le plus loin possible et au plus clair de nos moyens. C'est un conflit. Le conflit est une situation que les Acadiens ont su éviter, peut-être par stratégie, peut-être par crainte de déplaire, peut-être par volonté de mettre de l'avant une harmonie qui s'avère souvent factice et complaisante. Je crois qu'il y a peut-être là l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas créé de grandes figures mythiques autres qu'Évangéline ou la Saguine. Et même là, entre les pérégrinations défaitistes d'Évangéline et la résignation misérabiliste de la Saguine, il n'y a pas de véritable confrontation qui donnerait à penser que nous avons résisté, que nous résistons, peut-être autrement que dans un enfermement qui a duré si longtemps que nous ne trouvons peut-être plus le moyen ni mobiliser notre énergie ou, quand il le faut, notre agressivité pour en sortir. Il est intéressant de constater que peut-être par manque de confiance, nous avons investi le passé ou le réel. Le folklore ou l'histoire sont devenus nos sources d'inspiration et de vérification. Nous ne savons pas mentir ou créer des modèles virtuels. Et cet état de fait se vérifie au théâtre, au cinéma, en littérature ou en peinture. Et dans un autre ordre d'idées, je me suis souvent demandé si cette esquive devant le débat, devant le conflit, ne serait pas la raison de notre peu d'intérêt à investir le monde de la fiction, car c'est un fait que la manière dont nous triomphons de nos embûches génère un intérêt autrement plus prenant que les enjeux linguistiques qui nous mobilisent à l'interne comme à l'externe. Pour reprendre les mots de Matthew Wade, il est peut-être temps de mettre de côté nos débats linguistiques pour se concentrer sur le propos. Avons-nous, comme artistes et comme collectivité, quelque chose à dire?
D comme discours. Je considère le discours comme un élément de la plus haute importance en ce qui a trait à l'évolution de la pratique artistique et au monde des idées. Pour ce qui est de l'Acadie, ce sont les artistes, la plupart du temps, qui élaborent, pour ne pas dire improvisent, ces discours destinés à la présentation de leur démarche, activité qui s'avère plutôt complaisante, mais qui donne quand même un éclairage sur des œuvres plus ou moins déroutantes. Ceci a pour effet de pallier à une lacune, mais ne permet pas de créer une distance suffisante à mettre les œuvres en perspective, non plus qu'à les commenter ou à les critiquer. On avait dit, c'est un fait que le discours critique est pratiquement inexistant. Sans doute que le discours le plus conséquent et le mieux articulé demeure le discours académique, qui, dans la majeure partie des cas, gravite autour de la littérature, mais dont le lectorat demeure très réduit. Mais qu'en est-il des autres formes d'art? Il y a aussi certains des comptes rendus dans les journaux, des reportages à la radio, à la télévision, des présentations plus ou moins formelles d'événements divers, mais ces formes de discours sont la plupart du temps d'ordre factuel et ne procèdent d'aucune analyse autre que de tenir compte de la présence de l'événement. Il faut voir aussi qu'il devient de plus en plus difficile de tenir un discours, difficulté accrue dans un milieu comme l'Acadie, où tout intervenant devient facilement repérable, contestable et attaquable, ce qui engendre des situations malaisées, pour ne pas dire impossible, à créer cette distance nécessaire à l'existence de tout discours. Comme espace. Une œuvre d'art est d'abord et avant tout un acte de communication, chose que l'on a souvent tendance à oublier. Les différents registres dans lesquels l'art se manifeste sont autant de langues qu'il nous faut apprendre à décoder pour établir avec ces œuvres une conversation qui nous fera le même effet que d'avoir accès à une culture à travers une langue étrangère que nous avons appris à maîtriser à divers degrés. En Acadie, l'art oscille présentement entre une fétichisation du passé et une inquiétude moderniste, entre une identité définie et cristallisée dans la mythologie de la déportation et une identité plus universelle et fragmentée où nous devons nous inscrire. Entre l'expression plus triomphaliste de la survivance et la définition plus malaisée d'une société à rassembler. Entre la réception plus réconfortante du bon vieux temps et celle plus complexe de l'avenir à inventer. Une communication écartelée entre deux mondes, dont le Congrès mondial est sans doute l'une des expressions les plus manifestes. En Acadie, la modernité est un phénomène datant d'à peine 50 ans. Phénomène coïncident probablement avec la fondation de l'Université de Moncton, qui fut sans doute un élément perturbant dont nous, comme artistes, vivons les nombreuses contradictions. Comment établir de nouvelles lignes de communication et faire société, pour reprendre le concept du sociologue Joseph Monternier? Vous allez voir 5 pauses qui nous sont répondues. Ça continue. F comme fierté. Le groupe 1755 termine ce spectacle par les mots « Prenez l'égard de vous autres et soyez fiers de qui vous êtes ». L'idée de la fierté est au centre même de l'idéologie acadienne, car on estime qu'un individu fier saura affirmer ses idées, défendre son identité et réclamer le respect auquel il a droit. Excepté que cette fierté, elle est devenue à la longue une sorte de proclamation basée sur l'idée de la simple existence, une idée qui fait son chemin. On est fier d'être acadien, comme on pourrait être fier d'être chinois ou italien. On est fier d'appartenir à la grande famille de l'Acadie. Cela ne veut pas dire grand-chose, car les êtres humains sont habituellement plus créatifs quand ils sont fiers de ce qu'ils font ou ont fait, et non de ce qu'ils sont ou ont été, car cette dernière proposition procède beaucoup plus du destin auquel nous sommes plus ou moins condamnés. En ce qui a trait à la culture, j'estime que cette promotion de la fierté nous a été néfaste, car cela présuppose que cette attitude nous immunise et nous dispense de nous investir comme artistes et comme public dans un travail qui nous appartient et dont nous sommes les protagonistes et les endosseurs. Oui, je suis fier de la modeste contribution que nous avons faite, mais cette idée de la fierté ne devrait pas se limiter au fait que nous participons au tintamarre, connaissons les paroles de l'hymne national ou posions un autocollant bleu, blanc, rouge sur le pare-choc de notre voiture. L'écrivain noir américain James Baldwin a eu à cet effet une expression qui m'est restée et qui résume assez bien cette situation quand il a dit « Black is not enough ». De la même manière, être acadien, ce n'est pas assez. Il faut aussi en faire une culture, et ça c'est plus compliqué. Et ça demande sans doute plus d'efforts et d'énergie que d'être sur le party le soir du 15 août. G comme génération. Il y a désormais en Acadie 4 générations d'artistes formés de manière à percevoir leur position en ce qui a trait à l'histoire de l'art qu'ils pratiquent. La plupart ont étudié à l'Université de Moncton.
Il faut voir cependant que ces 4 générations sont fort différentes quant à l'idéologie qu'elles ont adoptée. Pour la première génération, parmi laquelle on compte Anthony Maillet, Roméo Savoie, Claude Roussel, Pierre Deschamps ou Léonard Forêt, l'Acadie est un mystère dont l'artiste s'applique à retrouver le projet perdu. Une telle attitude peut souvent se prêter à la fabrication d'une mythologie, l'artiste étant un démiurge qui transforme en art tout ce qu'il touche. Quant à la seconde génération, la mienne, mais aussi celle de Serge-Patrice Thibodeau, d'Yvan Galland, de Marcia Bellino, de Jules Boudreau, de France Daigle, ou du groupe 1755, pour ne nommer que ceux-là, car le nombre d'artistes est désormais exponentiel, l'Acadie est une réalité que l'on doit nommer et ou articuler. Pour la troisième génération, celle de Paul Bossé, de Pascal Lejeune, de Mélanie Légère, d'Emma Haché, de René Blanchard ou de Mario Doucet, l'Acadie est une chose curieuse, parfois merveilleuse, souvent drôle, et dont la dimension insolite et ou loufoque n'a pas fini de nous étonner. Enfin, pour la nouvelle génération, toujours plus difficile à nommer et à zoner, celle de Rémi Béliveau, de Jonathan Roy, de Luc Géraud-Lieu, Julien Cadieux ou Lisa Leblanc, l'Acadie est un projet pluriel où plusieurs visions et perceptions se côtoient et s'expriment dans une vision assumée qui permet une ouverture possible et confirmée par plusieurs membres. Évidemment, il y a beaucoup d'exceptions à cette classification, beaucoup d'omissions aussi. C'est le propre de ce genre d'exercice qui est toujours amusant de construire et tout aussi amusant de déconstruire. H comme histoire. Notre amnésie historique est assez inquiétante, car nous lui avons supplanté une mémoire mythique beaucoup plus réconfortante et surtout beaucoup plus accommodante. Il est plus facile, par exemple, d'adhérer à la thèse martyrologue de Longfellow qu'à celle plus factuelle de John Farragut. Il est curieux aussi de constater à quel point il existe peu d'ouvrages faisant état du parcours des différentes formes d'art en Acadie. Comme autrefois, nous sommes obligés de nous fier à l'oralité et à ces personnes qui représentent une sorte de mémoire vivante qu'ils déforment selon leurs besoins et selon leur gré. Si l'on exclut les travaux d'auteurs tels que Marguerite Maillet et David Lemerle en littérature et en théâtre, il existe très peu de documents qui ont tenté de retracer les idées, les influences, les tendances, les représentants ou les œuvres des diverses formes d'art où les Acadiens et les Acadiennes ont fait des contributions. Dans un autre ordre d'idées, il faut voir aussi que les artistes eux-mêmes, les institutions qui les accueillent, ont fait preuve d'une grande négligence en ce qui a trait à la documentation de ces événements, ce qui rend difficile la production d'ouvrages de synthèse, de recherche ou d'histoire. Peu de documentation visuelle ou photographique, de programmes, de critiques, de comptes rendus font qu'il est très difficile pour les futurs chercheurs et ou auteurs d'avoir la possibilité de produire des ouvrages conséquents quant à notre mémoire culturelle collective. I comme idée. Pour reprendre l'expression de l'écrivain Samuel Archibald, l'Acadie est une idée qui a fait du chemin. D'ailleurs, le slogan du Parti acadien lors des élections de 1978 était le Parti acadien, une idée qui fait son chemin. Ce qui signifiait que cette idée en était une fondée sur l'autonomie, sur l'idée que ça marche tout seul. Et dans ce sens, il n'y avait pas vraiment besoin d'y mettre trop d'efforts. Cette idée triomphaliste de l'Acadie, elle a ses bons et ses mauvais côtés. En autant qu'on la considère comme rassurante, il y aura toujours une Acadie, ou comme irresponsable, l'Acadie n'est pas mon sujet. Le poète Raymond Leblanc, dans lequel toutes les photos finissent par se ressembler, disait que l'Acadie était un slogan, ce qui ramène la dimension politique de l'Acadie. Le titre de cette conférence se veut une exploration de l'Acadie comme idée, comme concept, comme construction intellectuelle, fabrication de l'esprit, qu'on peut débattre, ressasser, éprouver ou endosser, mais qui, comme toute idée, est surtout appelée à évoluer. Reste à savoir si une telle idée est possible, s'il est possible de concevoir l'Acadie en dehors de son schéma fixe, hérité d'une histoire où l'évolution a toujours été fortement contestée, au profit d'une mythologie dont la force consiste à fixer les concepts et les croyances pour leur donner ce vernis de durabilité dont il est difficile de s'éloigner. Comme pour les anciennes peintures, le projet serait d'égratigner ce vernis et même de l'enlever pour retrouver les couleurs de l'œuvre originale. En ce sens, il est important et même urgent d'établir un espace d'échange et de débat, une place publique renouvelée et agrandie. L'art est sans doute la forme d'activité la plus apte à développer et concrétiser ce genre d'activité. Mais pour ce faire, l'art acadien ne fait pas exception. L'art doit développer des exigences qui lui permettront de s'éloigner de l'esthétisme et du formalisme dans lequel il est en train de s'enliser pour se rapprocher des enjeux de société qui lui permettront de rejoindre un public dont il demeure la voix, la conscience et le prononcé. J comme jeu.
Avec la postmodernité est entrée dans l'art une dimension ludique qui nous ramène à l'idée que l'œuvre d'art ne se voit plus contrainte par des propos critiques ou autres exigences plus ou moins encombrantes. Le jeu, le canular, les responsabilités sont revenus aux premières loges. Le rire, le bizarre, la notoriété et le décoratif ont remplacé l'émotion, la pertinence, la mémoire et la beauté. On pourrait dire dans un acte de démission cynique que seul compte les moyens, le public n'étant plus impressionné par rien d'autre. Alors, pas trop de réflexion et plus de jeu et de légèreté. Start making sense, comme dirait André Breton. On dit que lorsque le Titanic a coulé, le capitaine a demandé à l'orchestre de jouer plus fort. Dans cet esprit, j'ai souvent dit qu'il n'y avait qu'une seule forme d'art en Acadie, la musique. Il y a quelques années de cela, Radio-Canada m'avait demandé de participer à une table ronde au sujet de l'engagement politique des jeunes artistes acadiens. Je m'étais rendu sur les lieux pour m'apercevoir que j'étais entouré de jeunes musiciens dont la plupart étaient obsédés par l'idée du public et de la notoriété qui vient avec. Je me suis aussi rendu compte qu'on y véhiculait une quantité impressionnante de clichés et que la raison pour laquelle cette forme d'art avait pris cette ampleur tenait surtout au fait qu'on y avait évacué le discours, ce qui laissait alors toute la place pour avoir un gros time, laisser les bons templés ou fuir les zooms. Le jeu a cette propriété d'être un élément libérateur qui nous fait oublier qu'en tant qu'artiste, nous avons aussi le devoir d'avoir des choses à dire sans être distraits, j'allais dire obsédés, par l'idée de la notoriété, ou si vous préférez, d'une popularité beaucoup plus axée sur l'ego que le discours. Comme karma. On dit que le karma, c'est un peu le destin qui se prolonge sur plusieurs vies, et qu'il est la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire et fera. Cette notion, principalement centrée sur les individus, peut sans doute également s'appliquer aux collectivités comme l'Acadie. Quel est le karma de l'Acadie? Question lourde de sens et que chacun, comme toute question grave et métaphysique, répond au meilleur de ses capacités. Reste que, sans m'aventurer sur le terrain du collectif, il est toujours possible de tenter des réponses parcellaires et approximatives. Le karma est quelque chose qui doit s'accomplir. Nous avons débuté notre parcours dans une joie de vivre, dont les arts et la qualité de vie faisaient vraisemblablement partie. Si l'on considère que c'est en Acadie qu'a été jouée la première pièce de théâtre en Amérique du Nord, qu'a été écrite le premier recueil de poésie en Amérique française et qu'a été fondé le premier club social sur le continent, nous avions débuté notre présence dans une joie qui a précédé un destin qui s'est avéré tragique et malheureux. Soumis à cette destruction du tissu social, il semble que nous n'ayons jamais su nous concentrer sur un projet autre que celui de la survie, projet dont nous émergeons en peine. Je me suis souvent demandé ce qui se produirait si nous décidions d'oublier la survie pour nous concentrer sur la vie, une sorte de vie au ras du sol et des préoccupations quotidiennes, de laisser le collectif surgir de notre individualisme au lieu de l'acharnement que nous mettons à faire le contraire. Elle comme lecture. La lecture est la seule forme d'écriture. Écrire est un phénomène nouveau en Acadie, tant par l'idée d'apprendre à écrire, de la scolarisation, de la lecture, que de son expression littéraire, si l'on considère que nous n'avons commencé à publier de manière régulière qu'à peine 40 ans passés. Cette absence ou cette carence a fait de nous des illettrés, situation différente de celle des analphabètes, situation qui est aussi la nôtre à bien des égards, mais qui concerne beaucoup plus, dans le deuxième cas, l'impossibilité de décoder le signal écrit que d'en apprécier la qualité ou la performance artistique et littéraire. L'écriture, ce n'est toutefois pas uniquement l'acquisition et dans certains cas la maîtrise du code grammatical. C'est aussi et surtout l'expression des idées qui ont cours dans une société. En ce sens, c'est un fait que la première manifestation identitaire et littéraire de l'Acadie a été fortement teintée de revendications politiques et de manifestations publiques où les mots se faisaient parole, reprenant ainsi le grand parcours de l'oralité qui nous avait emmenés jusque-là. La lecture devenait discours sur la place publique que se transformait en exhortation et en revendication. Cette expression littéraire, dont certains conservent toujours une grande nostalgie, s'est ensuite orientée vers une vision moins collective et plus individuelle, ce qui a eu pour effet d'isoler les écrivains pour les éloigner de cette dimension publique. La disparition d'institutions telles que l'Association des écrivains acadiens ou les éditions d'Acadie n'a sans doute pas aidé non plus à un rapprochement nécessaire en vue de la promotion d'une activité qui demeure toujours largement marginale, on va dire souvent absente du radar culturel. M comme le monde.
Il y a quelques années, je m'étais intéressé à la fonction de l'art dans la société. J'en étais arrivé à la conclusion que ces fonctions étaient au nombre de 3. C'est-à-dire générer de la conscience, produire de la beauté et constituer une mémoire. Lorsque nous regardons derrière nous, il est triste de constater que notre capital mémoire est assez faible. En fait, ce qui nous est resté nous a été transmis par l'oralité. Rien en ce qui a trait aux écrits, et encore bien moins en ce qui a trait aux images. En fait, jusqu'à l'avènement de la photographie, il n'y a pas d'image comme telle. Et même là, dans la collection du musée de l'Université de Moncton, accessible depuis le musée de Gord, pourquoi le musée de Gord, God knows, les photos qu'on y trouve ne sont que rarement identifiées. Par contre, depuis 50 ou 60 ans, on assiste en Acadie à une création foisonnante du monde si on compare cette production à celle qui nous a précédés. Mais les œuvres d'art des artistes contemporains acadiens n'atteignent que rarement le public auquel elles sont destinées. Pour comble de malheur, la distribution et l'acquisition de ces œuvres s'avèrent encore plus problématiques. Décidément, la mémoire à la vie dure, peut-être faudrait-il y voir le désengagement d'une société qui ne se reconnaît plus dans les artistes qu'elle a mis au monde, ou peut-être s'agit-il du désarroi d'artistes qui ne reconnaissent pas la société dont elles et ils sont issus et à laquelle ils ou elles s'adressent. M comme narratif. Il est assez étrange de constater à quel point le grand récit de l'Acadie s'est cristallisé au milieu du XIXe siècle pour donner cette vision simpliste et légendaire d'un peuple martyr dont la victimisation ne semble plus avoir de fin. Tout ce qui nous singularise, toute narration autre que celle de la déportation, toute revendication politique autre que celle de la compensation, toute entreprise économique autre que celle de la subvention, se voit sans cesse soumise à la loupe de cette Acadie dont le récit se simplifierait dans ce synopsis. Nous sommes venus de loin pour arriver dans un paradis dont nous avons été cruellement chassés et où nous sommes revenus pour accomplir le destin. Il y a des milliers d'histoires parallèles à cette grande narration, à notre grand récit, histoires que nous ne racontons pas, au théâtre, en littérature ou au cinéma. En fait, nous ne racontons que des histoires vraies. Nous ne savons pas mentir, comme je le disais tantôt. Dans le monde de la fiction, où notre investissement littéraire s'est souvent confiné à la poésie, une poésie de la revendication, de l'aveu, du rêve, de l'insolite, mais rarement dans l'exploration du langage et du discours ou de l'histoire, il est plus que temps de passer à un autre récit, de procéder à un changement d'image et à prendre nos distances avec un passé devenu contraignant et réducteur, ce qui vous en conviendrait beaucoup plus facile à dire qu'à faire. O comme ouverture. Premier congrès mondial acadien avait pour thème l'Acadie parle au monde, ce qui semblait assez ambitieux pour ne pas dire prétentieux. Talk is cheap, pour reprendre une locution latine. Il est rare que nous ayons eu les moyens et sans doute que le génie, en ce qui nous concerne, a souvent consisté à faire beaucoup avec peu. Rajouter à ceci l'idée qu'il est difficile pour nous de fabriquer un végétarien, d'avoir un contrôle sur notre image, de nous rallier autour d'un projet commun, et nous serons à même de constater que cette ouverture demeure souvent un projet à sens unique, un peu comme parler dans un téléphone où nous pouvons entendre les rarement répondre. Les moyens se font plus abondants autour d'événements rassembleurs, anniversaires ou touristiques, le congrès mondial probablement dans cette optique. La recherche qui nous permettrait de produire des œuvres exportables fait de moins en moins l'objet d'aide financière ou autre. Si l'on se fie à la pression que les gouvernements mettent sur les organismes bailleurs de fonds, ce sera de moins en moins le cas. Il faudra donc faire encore plus avec beaucoup moins. Et on se demande jusqu'où peut-on étirer la bande élastique avant qu'elle ne se brise. Dans cette optique, nous allons continuer de parler au monde, pour dire bien souvent la même chose. Pour que l'art fasse preuve d'une réelle ouverture, il est important de faire confiance au public, à son intelligence, et non pas uniquement à son côté grégaire et festif. Mais peut-être parlons-nous de deux projets, de deux visions, destinés à s'éloigner l'une de l'autre, au point de devenir reconnaissables et irréconciliables. Paix comme politique. Il me semble que depuis le début de cette conférence, je n'ai parlé que de problèmes, de déficiences et d'échecs. Et je le reconnais, il est plus facile de faire état de ce qui ne fonctionne pas que d'énumérer ce qui fait désormais partie de ce qu'on pourrait appeler les acquis. Ce que l'essayiste Michel Leroy appelait faire de la comptabilité. Cela fait sans doute partie d'une volonté d'exercer une vigilance face à une activité, l'art et à un secteur, la culture, où il n'y a jamais eu beaucoup d'acquis. Cette attitude provient sans doute des revendications politiques auxquelles j'ai souvent été mêlé et qui font en sorte que nos conditions d'existence sont encore et toujours liées à cette dimension.
Entre le réalisme et le pessimisme, il y a toujours cette vision lucide de notre existence qui nous a permis de nous affirmer, mais dans une manœuvre procédant d'un rapport de force, en d'autres mots, dans un rapport politique. Même en ce qui a trait à la culture, où nos revendications nous ont permis d'avoir certains moyens, du moins en ce qui a trait à la production, la diffusion et la réception demeurant toujours problématiques, notre contribution se voit donc financée souvent par obligation politique. Nous votons, nous payons des taxes, mais rarement reconnus d'un point de vue esthétique. Il semble que nous ne soyons jamais assez bons pour faire autrement. Nous naviguons donc entre la tolérance et l'ignorance. Q comme Québec. Le Québec gère la francophonie canadienne, mais il la gère en fonction de ses intérêts, de ses contradictions et de sa vision. Nous en ferions probablement autant si nous étions dans sa position, dans son rapport de force, dans son poids politique, mais nous, dans la hors-québécitude, a fait de nous des parents pauvres, devrons continuer à vivre et à lutter dans l'affirmation de notre culture avec ou sans Québec. En ce sens, il y a toujours deux Acadies, l'une fabriquée au Québec et une autre fabriquée en Acadie avec les moyens du bord. Oui, je sais, ça ne sont pas des choses à dire en public, car nous devons tous être unis dans le malheur de notre défaite coloniale, un projet qui devrait nous rassembler dans la même amertume. Autrefois, au temps de qui perd sa langue, perd sa foi, il y avait des congrès eucharistiques qui nous rassemblaient car nous étions tous des enfants de Dieu. C'était du moins ça de gagné. Mais depuis, les paramètres ont changé pour devenir qui perd sa langue, perd sa culture, ce qui a fait de nous des orphelins de Dieu. R comme ruralité. La ruralité a longtemps constitué en Acadie une source d'inspiration importante pour des œuvres d'art dont l'Église était souvent le sujet ou le commanditaire. L'urbanité, elle, était vue comme le lieu où se tramaient des complots de toutes sortes d'un monde dominé par l'anglophonie et le protestantisme, où l'on risquait de perdre son âme. Ainsi alla le monde jusqu'au jour où, suite à une scolarisation massive, les Acadiens désertèrent leur habitat rural et leur église pour venir travailler en ville, s'y installer, produire des œuvres où l'on échangea la verdure pour l'asphalte et le chant choral pour des sonorités amplifiées et agressantes du rock'n'roll. Deux visions, deux mondes, deux destins. Les GSM, membre fondateur de 0 degré Celsius, l'un des plus importants groupes de musique acadienne des dernières années, m'avait dit en entrevue que ce qu'il, les jeunes de sa génération, écoutaient était majoritairement anglais, langue qui sonnait beaucoup mieux à leurs oreilles. Il y a toujours cette tentation d'écrire en anglais, de chanter en anglais, ou d'inscrire des mots anglais dans des tableaux. Une stratégie, on l'espère, qui rapportera tant au niveau de la notoriété que de son contrepoids financier. Seulement les anglophones s'accommodent mal de cet arrangement, et les artistes reviennent presque toujours bredouilles vers le seul auditoire qui leur a témoigné de l'intérêt, soit l'univers culturel acadien. Évidemment, je vais passer sans doute pour un vieux has-been, d'avoir dit ceci, mais je m'en fous pas mal, et peut-être à cause de mon âge, qui est déjà fort avancé, je suis de plus en plus conscient de faire partie de quelque chose qui est en train de se perdre, quelque chose qui me tient à cœur, même si je sais que les temps changent et qu'on ne peut pas tout garder. Est-ce comme subvention? Nous avons fait du gouvernement une sorte de pourvoyeur universel. Et souvent, comme quelqu'un me l'a dit un jour, nous mesurons le succès à la qualité d'argent que nous avons obtenu d'une des agences gouvernementales destinées à assurer ce financement. Cette situation, elle est manifeste dans le domaine culturel, mais elle est aussi présente dans la plupart des autres domaines en ce qui a trait à l'Acadie. Sommes-nous un peuple subventionné? Cette situation devient problématique quand il s'agit de trouver des organismes ou des individus dont les moyens permettraient le financement d'une culture qui, à l'heure actuelle, est fortement en manque de mécénats, de collectionneurs, de spectateurs et même de lecteurs. Il n'en fut pas toujours ainsi, et l'art en Acadie, jusqu'à récemment, a été le produit de personnes dont les œuvres et la vie nous sont restés négligés et inconnus. Ce qui fait que nous n'avons aucune idée d'une production marquée par la modestie, mais dont la présence nous aiderait à colmater cette rupture, cette brèche entre l'art naïf et l'art moderne. Sans doute que ce désaveu provient du fait que l'art dont nous nous sommes départis, cet art oublié et désormais introuvable, est le fait d'une production axée sur le populaire et non sur la recherche, un art plus sophistiqué, ce qui se produira ici après les années 50. D'où notre amnésie et même notre malaise présent dans cet effacement artistique dans chaque génération que désormais des frères.
T comme théâtre. Si, comme l'affirme avec justesse l'essayiste français Guy Debord, nous sommes entrés dans la société du spectacle, il est normal que tout devienne mise en scène, divertissement et surtout représentation. En ce qui nous concerne, cette dimension a souvent été marquée par une insécurité menant lieu à un mimétisme qui ne nous a guère aidé quand vient le temps de faire une réelle contribution dans le domaine des arts ou des idées. Cette insécurité, elle provient aussi du fait que nous n'avons jamais eu un réel contrôle sur notre image et que nous avons dû composer avec un pouvoir sans cesse à l'extérieur de nous. Il devient donc crucial de faire des compromis, des ententes et des accommodements propres aux petites cultures. Et dans ce rapport de force, il serait curieux de voir les stratégies mises de l'avant pour se représenter dans l'espace public, mais également sur la scène comme telle. Le théâtre, par ailleurs, le théâtre dans sa version conventionnelle, a été l'une des formes d'art privilégiées des Acadiens. Et on peut dire qu'après la musique, c'est sans doute cette forme d'expression qui nous aura le plus marqué. Il faut aussi dire que c'est en Acadie qu'aura lieu en 1605 la première représentation de théâtre en Amérique du Nord. La popularité de cette forme d'art provient probablement de son oralité qui, comme la musique, se manifeste lors d'une prestation publique. Dans une population largement analphabète, il est normal qu'il s'agit d'une manière efficace de faire rassembler les gens pour augmenter leur appartenance à une communauté. U comme utopie. Nous avons tendance à nous rassembler en tant que peuple pour nous voter des projets de société aussi illusoires que décevants. Comme si la société pouvait adhérer à la vision d'un groupe rassemblé pour une fin de semaine dans un lieu quelconque. Ceci, selon moi, a grandement ralenti la circulation des idées et la tenue de débats nécessaires. Des conventions nationalistes du début du siècle à la Convention d'orientation nationale tenue ici même à Edmundston en 1979, où l'on vote la division du Nouveau-Brunswick pour produire une province acadienne, à la Convention de 2004 à Memramcook, où l'on proposa la tenue des États généraux de la culture, il y a toujours eu en Acadie cet éternel mouvement du collectif vers l'individuel. Une stratégie courante aux belles heures de l'Union soviétique, comme a déjà dit un ami, mais dont les résultats ont rarement été concluants. Dans la conclusion, d'ailleurs, de la stratégie globale issue des États généraux de la culture tenue à Caraquet en 2009, on peut lire que la vision fondamentale de l'entreprise visait, et je cite, à inscrire les arts et la culture au cœur du projet de société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Fin de la citation. Il aurait été intéressant, je crois, de préciser de quel projet de société il s'agissait. Cela aurait grandement aidé à clarifier les enjeux. Les sociétés qui se rassemblent par la voie d'un corps représentatif élu fonctionnent autrement. C'est-à-dire que les individus, les intellectuels, les artistes mettent des idées ou des œuvres en circulation, projets qui trouvent ou non preneurs sur la place publique, là où ils sont débattus et endossés ou rejetés. Mais nous ne croyons pas beaucoup dans ce modèle. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nos idées et nos œuvres circulent peu dans une société qui en aurait pourtant bien besoin pour mettre en action cette modernité dont elle se méfie et dont elle a pourtant tellement besoin. V comme vulnérable. Il y a quelques années de cela, mon voisin, le peintre Mélo Savoie, qui est ici, je crois, m'a dit en parlant de la culture acadienne, et je cite, « On a tout fait. » Félicitations. Une phrase qui m'est restée dans l'esprit. Si l'on considère que les trois verbes majeurs de la langue française sont, à mon avis, être, avoir et faire, au sens où le faire fait le lien entre les deux autres, on a tout fait, voulant dire ensemble, comme collectivité artistique. C'est-à-dire que nous nous sommes préparés à créer des œuvres, que nous avons ensuite fondé des institutions et des organismes destinés à les accueillir, que nous avons œuvré à assurer la survie financière de ces entreprises, à en promouvoir la fréquentation, et que souvent nous avons fait l'acquisition de ces œuvres, nous nous en sommes improvisés des critiques, des animateurs ou le public, tout en continuant de produire, de se garder au courant des innovations en prenant place à l'extérieur du milieu, et surtout tout en faisant 50 métiers pour assurer notre présence ici, je dis bien ici, dans un milieu souvent indifférent quand ce n'est pas hostile à notre travail. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment, je parle de ma génération, mais je pense que toutes les générations sont prises avec la même contradiction. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait les frais de cette volonté, et cela se poursuit encore de nos jours, même si la longévité de certains organismes en ont désormais fait des institutions, comme c'est le cas du théâtre d'Escaouette, du théâtre populaire d'Acadie, la Galerie Colline ici, la Galerie Sans Nom, ou les éditions personnelles. Mais il reste que ces institutions demeurent fragiles et vulnérables. Et leur bonne marche dépend souvent de personnes qui ont choisi d'en faire leur projet personnel. L'autre handicap provient également de cette situation. Car les artistes, aussi passionnés qu'ils puissent être,
ne sont souvent pas les meilleurs gestionnaires, même si leur dévouement et leur intégrité ne fait aucun doute. Et dans un deuxième temps, nous attendons toujours ces agents, ces éditeurs, ces producteurs qui feront de la culture acadienne une réalité viable et intégrée au marché de l'art. W comme wigwam. Nous savons tous qu'un wigwam est un type d'habitation construit par les Amérindiens séminomades d'Amérique du Nord, dont font partie nos voisins immigrants et les Algonquins, mais que savons-nous vraiment de leur misère, de leur lutte, de leur volonté de s'inscrire eux aussi dans le paysage littéraire, artistique, culturel? Il est rare qu'il y ait des projets, des rencontres ou des moments où nous nous sommes rapprochés autrement que dans une volonté d'inclusion représentative qui souvent ne va jamais plus loin que le folklore. Traditionnellement, les Acadiens se sont toujours vantés de leur excellente relation avec les Autochtones. Cela ne s'est pas souvent démontré en termes de production culturelle. Les peuples des Premières Nations représentent le lien le plus viscéral de ce territoire. Ils en constituent la mémoire la plus authentique. Et si on les avait laissés en paix, sans doute seraient-ils en mesure de nous révéler la véritable nature et l'âme de la terre où nous nous retrouvons aujourd'hui. En termes de culture, notre vision est restée eurocentrique. Et nous ne sommes pas à la veille de nous en éloigner. Il m'arrive souvent de penser aux Autochtones, en me disant qu'en tant qu'Acadiens, nous partageons un destin historique qui n'est peut-être pas très loin du leur, au sens où cette vision folklorique qui les poursuit pourrait ressembler à celle qui nous identifie et dont nous sommes devenus à notre insu les instigateurs de l'unité. X comme xénophobe. Il est impensable que les Acadiens puissent être xénophobes. Car nous, en tant que victimes, que peuple déporté, avons compris la souffrance des autres à tout jamais et avons mis au point une compassion à toute épreuve. C'est du moins ce que nous aimerions croire. Car cela nous réconforterait et nous confirmerait dans notre image de peuple martyr. Nous ne sommes pas xénophobes car notre population est relativement homogène. Même à l'intérieur de cette homogénéité, il existe des tensions que l'on s'applique à terre, mais qui demeurent tout de même très présentes. Passant sous silence nos tensions à l'endroit des anglophones et des Québécois, et considérons plutôt les tensions entre Acadiens. Au Nouveau-Brunswick, entre ceux de la péninsule et les Chiacs du Sud-Est, ou les Brayons à l'endroit des Acadiens en général. Il y a une sortie, Plusieurs vous diront qu'il ne s'agit aucunement de xénophobie, mais plutôt de situations bénignes, excepté que ces situations existent, et qu'elles empêchent ou ralentissent une véritable ouverture et une véritable détente face à une vision, à une idée globale de l'Acadie. Il y a quelques années de cela, un de mes amis avait eu l'idée qu'au lieu de se jumeler avec des villes d'Europe ou d'ailleurs au pays, les villes acadiennes devraient commencer par se jumeler entre elles, établissant ainsi un dialogue nord-sud à la fois nécessaire et bénéfique en ce qui a trait à la connaissance et aux échanges entre les diverses régions, ce que le Congrès mondial, d'ailleurs, s'applique à faire à l'échelle conviviale de la famille. Y comme YouTube. Si vous googlez la lettre Y, vous serez immédiatement dirigé vers YouTube. Cela durera 11 pages. On y retrouve la question: avez-vous jamais pensé que filmer votre enfant après une visite chez le dentiste et publier la vidéo sur YouTube pourrait vous rendre riche? C'est un fait que les circuits... C'est l'inspiration pour les artistes. C'est un fait que les circuits de diffusion sont en train de changer. Et nous sommes à la veille d'une révolution dont certaines formes d'art sont déjà en train de faire les frais. C'est assurément le cas du livre, dont les ventes déjà faites diminuent à vue d'œil, mais cela risque aussi d'être le fait de toutes les autres formes d'art. Comment contrer ceci, ou tout au moins trouver des solutions de rechange pour amortir le choc? C'est à ce niveau que se révélera le génie futur de ceux qui auront su faire cette transition délicate. Cette démarche a déjà ouvert un nouveau champ de créativité où nous pouvons tirer notre épingle du jeu, car les moyens de production ne sont plus un empêchement, non plus que les circuits de distribution, non plus que la réception publique. Comme toujours, le quoi, le sujet de la démarche demeure relativement facile, pour se compliquer dans le comment, et encore plus dans le pourquoi d'un tel projet. Mais le génie, comme à toutes les époques, consistera toujours à s'adapter, ce qui constitue, comme on sait, une forme supérieure d'intelligence. Et Z comme zen. Je suis sûr que vous êtes content en soi. Z. Longtemps passé, j'avais assisté à la conférence d'un universitaire qui citait des propos recueillis auprès des pêcheurs acadiens de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, propos qu'il mettait en relation avec les enseignements du bouddhisme zen.
Pour en faire un résumé succinct, le zen dit que toute vie est souffrance, et que cette souffrance est causée par le désir. Le moyen d'éliminer cette souffrance et d'atteindre au bonheur serait d'éliminer le désir qui engendre le conflit, car entre le désir et sa satisfaction se dressent souvent des obstacles qu'il faut affronter. En renonçant au désir, nous avons, historiquement parlant, renoncé au monde de la gloire pour lui préférer celui des lettres. Un monde chargé de silence et qui ressemble à celui du soul et du blues, tel que l'ont vécu les Noirs américains, eux aussi déportés, et si proche de notre sensibilité comme on a pu le remarquer en Louisiane. Ce réservoir de douleur auquel ont accès les Noirs américains est devenu avec le temps la source inépuisable d'un art qui a parlé au monde entier. Nous aussi, nous avons accès à cette douleur, qui avec le temps s'est transformée en mélancolie, une mélancolie qui nous habite comme peuple et comme artistes, et que de l'extérieur on a souvent pris pour de la résignation. Malgré tout, il ne faudrait jamais perdre de vue cette grandeur d'âme, ou l'échanger pour de la pacotille matérielle, pour des miroirs ou des écrans de la notoriété, ou pour une dénaturation de notre voix et de notre regard. Car comme chacun sait, c'est une chose terrible que de perdre son âme. Merci. Au nom de tout le monde, merci beaucoup. Puis il nous reste quelques minutes pour des questions de la salle. Donc, levez votre main, puis je vais courir après vous avec le micro. Des commentaires, des insultes. On n'a pas de tomates. Juste un commentaire sur la mélancolie. Mon collègue historien Neil Boucher, il y a plusieurs années, faisait une présentation sur les visiteurs de langue anglaise à la baie Sainte-Marie au 19e siècle. Et un avait dit justement quelque chose comme « the melancholy » qu'on voit dans leur regard et quelque chose qui l'avait beaucoup frappé, frontière de tristesse. Et donc, c'est pas toujours l'image qu'on a de l'Acadien sur deux pattes ou sur une patte, là, qui est toujours en train de courir les parties. Mais d'ailleurs, je pense que c'est la même chose au Québec. Jean-Claude Germain disait qu'il dit « Ah oui, les chansons de mais il dit finalement, c'était très mélancolique. Ça y avait comme une espèce de tristesse. Puis je pense que c'est le paradis perdu. C'est toujours c'est ça, la perte du paradis. Je pense que les Noirs, c'est cette mélancolie qui est aussi dans le blues, le soul. C'est le paradis perdu. Oui. Hermé, est-ce que tu me permettre de poser la question comme ça, est-ce que selon toi, tu as une vision nostalgique de l'Acadie ou une vision optimiste? Parce que j'ai toujours dit que j'étais un pessimiste. J'ai toujours pensé que j'étais un réaliste. Je pense que, non, c'est sûr que dans un, je veux dire, j'ai toujours détesté, comme je le disais dans la conférence, faire de la comptabilité. C'est sûr qu'il y a des acquis, c'est sûr qu'on a quand même progressé, qu'on a évolué. Mais peut-être que dans mon cas, j'ai l'impression que ça va pas assez vite. Mais je pense que ma vision est une vision optimiste. Ouais. Je suis toujours dans l'expectative. C'est peut-être ça qui... il y a comme une espèce de décalage. Mais ouais. Mais tu ne perds pas une lucidité par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est ce que je ressens, c'est pour ça que je te posais la question. Mais j'ai l'impression que tu accueilles ce qui vient avec beaucoup d'attente et d'enthousiasme, c'est ça. Oui, effectivement, c'est ça. Mais d'ailleurs, je trouve que chez les artistes, je trouve ça intéressant parce que ce qui m'impressionne le plus chez les artistes, c'est le courage. C'est de vivre dans un milieu comme l'Acadie, parce que tu sais, le moment où tu vas faire ça, que tu vas tout faire, comme je disais par rapport à Arnaud, c'est-à-dire que tu vas être pris pour créer la structure, créer l'œuvre, et puis après ça, organiser sa distribution. Donc, ce qui serait, je ne dis pas plus simple, mais probablement peut-être plus pas réconfortant, mais plus accommodant d'aller à l'extérieur. Donc, par exemple, si tu écris, tu envoies ton manuscrit à 5 éditeurs, qui eux vont dire oui, on va prendre ce manuscrit-là et ils vont faire le livre.
Tandis qu'en académie, souvent, oui, tu vas écrire le livre, mais tu vas aussi travailler à publier, tu vas travailler à faire la formation. C'est ça, je trouve, où on passe énormément de temps. Mais d'un autre côté, je pense qu'il n'y a jamais rien perdu, vraiment. Je pense que le fait qu'on passe du temps à faire ça, ça génère autre chose. Ça génère une autre chose. Bonjour, Lina. Allô? Ah, oui. Au fait, c'est un petit peu en lien avec la question qui nous vient de poser, mais en fait, moi, comme membre de l'auditoire, premièrement, je vous remercie d'avoir présenté justement de façon qui m'apparaisse également réaliste la situation actuelle dans le milieu des arts, la création, tout ça. Et puis c'est intéressant parce que pour moi, ce sont des choses que j'ai senties particulièrement depuis mon retour. J'étais absent et tout ça. Puis quand tu parles, à un moment donné, de l'insécurité, okay, je pense que les enjeux que tu as mis à travers tout ton alphabet, pour moi, à travers le mot insécurité, souveraineté, ça va être peut-être, je les ai notés, mais je pense qu'on en souffre encore énormément. Okay? Puis aussi l'idée de l'Acadie comme un slogan. Je trouvais ça vraiment important que tu mentionnes ça par rapport à la création artistique. Parce qu'il y en a de nous qui ont parfois senti qu'il fallait s'exiler pour avoir, je te parlais de discours, etc., pour avoir peut-être une expression qui ne tombe pas dans le folklore ou la mythologie, mais qui nous permet d'aller à nos sources et de notre réalité culturelle, mais d'aller vraiment d'une façon plus élargie vers un public qui peut-être est réceptif à quelque chose qui est différent. Ça nous bloque à quelque part, je pense, parfois, l'Acadie comme slogan. C'est que ce que moi j'ai senti. Je suis de retour ici et je vois que les gens, moi je vois que ce n'est pas pessimiste, c'est optimiste. Qu'est-ce que tu dis d'abord parce que tu as pris la peine de me le présenter aujourd'hui. Donc je me dis, tu dois croire que ça vaut la peine. On a besoin d'entendre ces choses-là. Puis je pense qu'il faut en parler. Parce que par rapport à la modernité, puis là, mettons, la postmodernité, il y a encore toutes sortes de divisions inutiles qui nous font penser aux divisions de toutes sortes dans notre communauté. Et que c'est un langage, dans le fond, où il faut apprendre. Et puis, ça me fait penser aussi à la réalité de l'analphabétisme ou de lire est la meilleure école d'écriture, je dirais, lire en art également. Puis, on a encore des divisions, je crois, même au niveau des milieux sociaux. Donc, moi, ça m'attriste de savoir que il y a des gens qui viennent pas au musée parce qu'ils sentent que c'est pas leur place. C'est juste un exemple que je donne. Mais je sens que c'est en se parlant davantage, en arrêtant de peut-être tout présenter comme sans vision, sans conflit, sans difficulté, qu'on peut peut-être commencer à se mettre ensemble et d'apprendre ensemble des nouveaux langages qui nous lient au reste du monde. Et aussi, pour faire ça, de régler les divisions. Quand tu parlais de Braillon, moi, au fait, moi aussi, je vais peut-être me faire tirer de moi, je me considère madawaskoyenne. Puis ça me fait penser un peu ton discours à la contribution de nos échanges avec les gens. Je trouve que c'est une façon d'honorer les gens qui étaient ici. Il m'a laissé qui étaient ici. Puis, je ne sais pas si je suis en train de faire un point clair, mais au fait, c'est que pour moi, tous ces éléments-là, à nous bloquer. Alors, merci. Je trouve qu'il y a beaucoup de pistes là que tu fais venir dans lesquelles on peut s'attacher. Ce n'est pas nécessairement dans le concret, je pense que c'est une question de philosophie,
Peut-être que c'est merveilleux de finir avec Z pour désir, mais c'est comme quelque part, oui, il faut aussi comme être. Puis moi, je trouve ça particulier quand je disais sur l'immatriculation, ici, être, on le peut. Je me suis toujours posé la question depuis que je suis venue, je me dis, pourquoi il faut qu'on mette ça sur une plaque? On se demande encore si être ici, on le peut. Je pense que ça va. Excusez si ça a été long, là, je vais rassembler les sens. Ton texte était fragmenté, donc oui, ça va, on est en train de faire la déconstruction. Merci. Ben, je parlais tantôt du fait que je suis resté ici, mais finalement, j'ai comme aucun mérite parce que je pense que si j'étais allé à l'extérieur, je serais devenu un consommateur et probablement pas un producteur. L'intérêt d'être en académie, c'est justement qu'il y a tellement de choses à faire et à produire qu'on n'est jamais en manque de projets. Et je pense que c'est probablement ça une des particularités de la culture acadienne, c'est une espèce de bricolage. Et j'ai toujours pensé que le bricolage, c'est comme une espèce de forme supérieure de la pensée. Parce que, je veux dire, c'est sûr que les choses commencent de manière très broche à foin, mais avec le temps, ça va se sophistiquer et ça va devenir ce que c'est en train de devenir à l'heure actuelle. Je pense qu'en Acadie, il y a vraiment des grandes œuvres, mais je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas voulu m'attarder trop à ça. D'ailleurs, je pense que le thème de la rencontre, c'est le débat autour de l'Acadie en devenir. Alors, je ne vais pas faire des choses qui étaient trop reposantes, mettons. On va prendre une dernière question ici, puis après ça, on va continuer la journée. Merci beaucoup pour votre présentation. Rapidement, j'entendais M pour Moncton, ensuite U pour urbanité, ensuite V pour ville. Quelle est la place que vous accordez à l'urbanité dans votre idée de l'Acadie aujourd'hui? Je dis, j'entendais M pour Moncton, U pour urbanité et V pour ville. Et donc, il n'est pas venu, puis vous avez parlé de ruralité, donc je me demandais quelle place vous accordez à l'urbanité dans votre idée de l'Acadie aujourd'hui. Ben, je pense que l'urbanité, c'est souvent considéré comme le lieu de la modernité, mais je pense qu'avec le temps, il va y avoir une espèce d'hybridation, je pense, à cause de l'informatique, entre l'urbanité et la ruralité. Je pense qu'il y a comme toute une autre dimension qui est en train de s'explorer, à la fois en art, mais aussi ailleurs. Mais en parlant des lettres, c'est vrai, il y a des lettres qui n'ont pas surgi. J'avais pensé S comme francophone, M comme minoritaire, mais finalement, c'est ça. Mais effectivement, je pense qu'une des grandes différences entre même ma génération, ça demeure encore dans les thèmes, ça demeure assez cosmique, assez rural, les références, les métaphores, les histoires, ça passe souvent à la campagne. Mais de plus en plus, je pense qu'on voit de plus en plus une présence de l'urbanité. Et c'est sûr que le Chiac, c'est un phénomène de l'urbanité, beaucoup plus que la ruralité. Alors, il va y avoir sûrement d'autres débats et d'autres dimensions qui vont faire en sorte que c'est sûr que l'Acadie est beaucoup plus identifiée à la ruralité qu'elle est à l'urbanité. De la même manière comme elle est beaucoup plus identifiée au folklore qu'à l'art moderne. Je veux dire, dans l'art moderne, il y a, je sais pas, moi, je regarde par exemple Marie-Hélène Allen qui est assise, c'est un peu comme ça. Il y a, je veux dire, dans les choses qu'elle fait, c'est sûr que le moteur, la source, c'est l'Acadie. Et le symbolisme, c'est l'Acadie. Mais quelqu'un qui rentre dans une salle d'exposition et qui ne connaît pas l'Acadie, pour lui, il va voir autre chose. Je pense que finalement, c'est un peu comme dans Method Acting, qui est une manière de jouer au cinéma, où les acteurs doivent jouer, mettons, quelque chose de pénible, de très douloureux. Donc, chaque acteur reconstitue une mémoire affective et il se parle à travers un espace douloureux, mais l'autre ne sait pas qu'est-ce qu'est l'espace douloureux de l'autre. Mais ils arrivent à créer une symbiose. Donc, je pense que c'est probablement ça qui fait que c'est la même chose comme les femmes, l'art des femmes. Je veux dire, à un moment donné, c'était très isolé. Là, si tu faisais une robe en peinture, ben, c'est sûr que j'ai une dimension féministe. Tandis que maintenant, tu rentres dans une galerie, puis il faut vraiment que tu regardes pour savoir si l'œuvre a été faite par un homme ou une femme. Je pense qu'il y a une articulation qui va se faire à un autre niveau, puis je pense que l'urbanité par rapport à l'Acadie, ça va amener ça.
Merci beaucoup, M. Chasson, d'avoir donné la conférence, la conférence en littérature. Merci de l'invitation. Je sais que ça fait longtemps. Puis, je suis allé à Tokyo dernièrement, il y a 2 heures d'avion entre Calgary et Tokyo. J'ai écrit une grande partie de cette conférence dans l'avion en me disant qu'est-ce que je vais faire à Tokyo. Mais finalement, ça donne une couleur particulière.